Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Navaror Boudot, créatrice de l'association Éco-Couture à Lyon et de la marque de vêtements Bahor. Navaror a grandi en Ouzbékistan, forcée de récolter le coton, cet or blanc et une manne économique pour le pays. D'ailleurs, la surproduction de coton et les pesticides utilisés ont pollué la région. La mer d'Aral s'est même asséchée et a pratiquement disparu aujourd'hui. Navaror a travaillé aussi dans les usines de confection textile d'Ouzbékistan, pays au lance-pierre et exploité. Mais grâce à sa maman, qui l'a poussée à faire des études pour échapper au mariage forcé, Bahor, comme on la surnomme, est arrivée en France à Lyon. Son arrivée n'a pas été simple, bien au contraire, mais elle s'est battue et a fait preuve d'une immense résilience. Aujourd'hui, elle est à la tête de l'association Éco-Couture qui accompagne les femmes des quartiers pour leur apprendre la couture et le français et pour leur permettre d'être financièrement indépendantes. Et on sait à quel point c'est important pour lutter contre le patriarcat. Grâce à cette association, Bahor produit des vêtements pour sa marque éponyme et elle réutilise les stocks dormants de la région lyonnaise. Car en débarquant en France, elle a réalisé que les vêtements qu'elle produisait en Ouzbékistan et pour lesquels elle était maltraitée étaient finalement jetés, ce qui a provoqué son réveil écologique. Avec Bahor, nous avons parlé de son parcours incroyable, de courage et de transmission. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bahor. Merci beaucoup de venir jusqu'à moi pour cet enregistrement. Alors pour cette première question, on va parler un petit peu de ton enfance parce qu'elle est très intéressante. Tu as grandi en Ouzbékistan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette enfance dans ce pays, dans quel contexte tu as grandi, avec quelles valeurs, nous raconter un petit peu tout ça. Bonjour Chloé, merci de m'inviter en fait à cet entretien. Avec podcast. Plaisir. Et en effet, donc je suis née et grandi en Ouzbékistan, donc c'est dans la région de Khorezm, plus près de la mer d'Aral. Géographiquement, en fait, j'ai du mal toujours à se situer, mais bon, après, au milieu des déserts. C'est ça. On appelle tout le monde à regarder sur une carte. Donc oui. Et mon papa était pêcheur, ma maman était couturière du village, et en même temps, c'était l'époque de kolkhoz, donc je suis née pendant URSS. Qui était là en Asie centrale. Et puis, j'ai grandi parmi les champs de coton et avec l'élevage de vers à soie avec ma maman, à la fois en partageant en fait son savoir-faire qui était la couture. Donc, elle partageait avec les femmes de village aussi son savoir-faire et j'ai aussi appris à côté d'elle à coudre. Génial. Et donc, on parlait beaucoup chez toi de mode, d'industrie textile, du vêtement. Vous aviez des conversations autour de ça ? Pas vraiment. Donc, à vrai dire, je n'ai jamais entendu parler dans mon village d'une marque de mode ou quoi que ce soit. Donc, il y avait des produits classiques, des vêtements classiques, des tissus classiques qu'on avait. Et puis, je ne savais même pas d'où ça venait ces tissus et puis comment utiliser. C'est sûr qu'on faisait du coton, on ramassait des cotons, on faisait des vers à soie, mais je ne savais pas ensuite ce que ça allait devenir en fait tous ces produits. Ouais, vous étiez à la base en fait à l'agriculture et en fait ce que ça allait devenir ensuite, t'avais pas vraiment conscience que ça allait être transformé en vêtements, vendu en Europe probablement. Absolument pas, non. Étant dans ces villages-là, non, je n'étais pas au courant que ça se faisait en fait dans le monde Bien sûr. de la mode. Et donc tu parlais de champs de coton. À ton époque, les enfants travaillaient encore dans ces champs de coton, c'était obligatoire. Alors je lisais que depuis 2006, l'Ouzbékistan était même la cible d'un boycott international sur son coton. C'est l'ONG américaine Cotton Campaign qui a
initié ce boycott pour lutter contre le travail forcé, notamment des enfants. Pourtant, c'est ce que tu me disais aussi lors de notre première conversation, il y a eu une amélioration, parce qu'en plus, le président ouzbek a signé un décret pour libéraliser la récolte du coton et mettre fin au travail forcé. Donc, je me demandais un petit peu si tu pouvais nous raconter déjà à l'époque comment ça se passait ce travail dans les champs de coton et aujourd'hui, comment la situation a évolué. Donc oui, c'est un sujet effectivement qu'on pose la question. Ça, en fait, beaucoup me posent en Europe, tout en sachant que avant je n'étais pas au courant de ce qui se passait dans le monde. Et puis j'étais surprise en fait. Je dis pas c'est un acharnement contre l'Ouzbékistan quoi qu'il soit, mais effectivement quand je suis née, donc aujourd'hui c'est la réalité, je peux témoigner. Je suis née en 1983, donc dès mon jeune enfance, donc on a été travailler dans les champs de coton. L'époque soviétique, c'était des régions stratégiques pour la production de coton. Donc on faisait l'ouverture des écoles 1er septembre, 2 septembre, on était déjà dans les champs de coton à ramasser jusqu'à début décembre en fait les cotons à la main, ce qui était aussi très qualitatif en tout cas pour la suite du coton. Et puis, printemps aussi, on retournait dans les champs à travailler. Donc, ça a duré jusqu'à les années 96, effectivement, de 1996. Et puis, donc, j'ai travaillé, en tout cas, moi, je peux témoigner que j'ai travaillé étant enfant dans les champs de coton. Et en 2016, le gouvernement a changé. Donc, le premier président est décédé, le deuxième est arrivé. Et là, en fait, l'Ouzbékistan a pris une position d'aller sur la scène internationale elle-même. Et puis aujourd'hui, effectivement, tout le monde est protégé par la loi qui est interdiction de travail forcé. Donc, on parle de travail forcé, que ce soit des enfants ou des autres structures, notamment les hôpitaux, les professeurs des écoles, les instituts, les universités. Donc, aujourd'hui, ne sont pas concernés par le ramassage de coton. Effectivement, aujourd'hui, le producteur prend en charge de semences, des semences de graines de coton jusqu'à récolte, donc c'est lui qui est en charge. Et tout en sachant que aussi il n'y a pas autant de quantité qu'à l'époque soviétique. Aujourd'hui, en Ouzbékistan, au niveau de coton, la quantité est nettement baissée. Oui, puisque si on arrête le travail forcé, donc aujourd'hui on est pratiquement sûr finalement qu'en Ouzbékistan il n'y a plus de travail forcé, il n'y a plus d'enfants qui sont forcés à travailler dans les champs de coton. De la part du gouvernement, non. Ouais. Mais la saison de ramassage de coton, moi je le compare avec les vendanges en France. Donc pendant la saison des vendanges, toute la famille travaille. Et puis, ça aussi, on récupère plus vite les vignes, les raisins, on dit ça, les raisins. Ouais. Et en fait, dans les familles, il peut y avoir des enfants qui travaillent, mais rattachés à leurs parents. Donc, c'est pas l'État qui est responsable, en fait, de leur travail. C'est les parents, en fait, qui vont avec leurs enfants à ramasser les cotons. Donc, ça, on peut voir, mais en fait, il faut pas dire que ça, en fait, c'est le gouvernement. Donc, c'est la famille qui décide avec leurs enfants de 10, 15, 14, 17 ans qui vont aider à la récolte des cotons parce qu'en fait, on paye au kilo de coton ramassé. Donc, c'est une saison pour se faire un peu l'argent. Du coup, il se peut que des familles entières vont aller dans les champs. Donc, encore une fois, je dis, en fait, il y a la loi aujourd'hui qui protège les enfants de travail. Et après, c'est vrai que sur le terrain, ça dépend des familles. Et les enfants ont quand même accès à l'éducation ou ils sont intégralement dédiés à la récolte du coton quand la famille le décide? Tu sais ça ou... Oui, en fait, c'est l'école obligatoire en Ouzbékistan. Okay. Donc, on est à peu près aujourd'hui 99% d'enfants qui sont éduqués, en fait. Okay. L'illettrisme, c'est que 1%. Ok, super, parce que c'est vrai qu'il y en a dans certains pays, notamment asiatiques, au Bangladesh, enfin là où il y a des récoltes de coton, parfois c'est ça tout l'enjeu, c'est-à-dire que des enfants accompagnent leurs parents dans les champs de coton parce qu'économiquement les parents en ont besoin, mais ça veut dire qu'ils déscolarisent leurs enfants. Donc c'est vrai que ça c'est un gros sujet, alors que là en Ouzbékistan c'est pas le cas. En Ouzbékistan, en fait, à l'absence des enfants, aujourd'hui on fait plus attention. D'accord, ok, génial. Tant mieux. Heureusement ça va dans le bon sens, donc c'est plutôt positif quoi. Donc, ça fait partie de l'engagement du gouvernement ouzbek aujourd'hui s'il a décidé de montrer tout, d'être transparent au niveau de ça. Donc, ça fait partie d'engagement. Donc, l'éducation est obligatoire en Ouzbékistan aujourd'hui. Ok. Et pour parler aussi un petit peu d'environnement, parce que donc tu parlais de la mer d'Aral. Donc, c'est un gros sujet parce qu'il y a 50 ans, la mer d'Aral était considérée comme le 4e plus grand lac de la planète.
Aujourd'hui, ce lac est presque à sec parce que l'eau a été justement utilisée pour irriguer les champs de coton. Et je lisais que la mer d'Aral a perdu 90% de son volume et 75% de sa surface. C'est énorme. Ça me fait mal au cœur, moi aussi. Donc, parfois, j'ai vraiment une conscience qui me torture ici en France parce que je suis bien et voir les gens, comment ils vivent plus près de la mer d'Aral, parce que je suis née à 400 km de la mer d'Aral. Et puis, j'ai grandi dedans. Aujourd'hui, en fait, avec une autre association, je suis engagée justement développer une sorte d'économie verte ou économie responsable, en fait, pour justement pouvoir aider ces populations. Mais effectivement, la mer nous laisse une trace énorme. Bien sûr qu'il y a l'écologie catastrophique que les gens vivent sur place. Et puis, tout ce que aussi peut être aussi économique de ces personnes. Bah oui, quand une mer disparaît comme ça veut dire qu'il y a des... Je sais pas s'il y avait de la pêche ou ce genre de choses. Effectivement, donc économiquement, il y a des familles qui perdent des sources d'argent énormes. Et puis les maladies qui peuvent aussi arriver en fait derrière cette catastrophe, manque de iode, manque de un peu la nutrition, en fait, la nourriture saine du coup. Et on a pas mal de problèmes de santé aussi sur l'humain. Mais aussi, c'est dû à l'époque soviétique, en fait, surproduction de coton, mais dû aussi aux pesticides qu'on avalait quand on était petit, oui. Ouais. Et il y a une prise de conscience au niveau local des populations et qui vraiment réalisent à la fois la perte de cette mer, donc la perte de la biodiversité, les conséquences sur leur santé. Il y a une vraie prise de conscience sur Il y a une prise de conscience de gouvernement encore, parce que la population, en fait, il y a eu une flou d'immigration vers d'autres pays, vers d'autres villes plus vertes où on pouvait vivre, en fait, gagner sa vie. Et aujourd'hui, en fait, il se passe beaucoup de reforestation, en fait, ces zones-là qui sont sèches aujourd'hui. Et puis réfléchir à alternatives, des solutions qui respectent l'humain et l'écologie. Ok, ouais. Et donc, il y a aussi une baisse du rendement du coton. C'est volontaire, ça, la baisse de rendement de coton, de diminuer ces récoltes pour protéger aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a aussi du développement du coton biologique sur place ou... En 2019, j'ai rencontré des ingénieurs qui travaillaient justement sur le coton, en fait, qui consommerait moins d'eau et puis qui serait peut-être plus productif. Après, honnêtement, sur le sujet de coton, je n'en sais pas plus parce que je suis plutôt dans la filière soie en ce qui concerne le lien avec l'Ouzbékistan. Du coup, sur le coton, je sais qu'ils sont à la recherche d'autres types de coton qui consommeraient moins d'eau. Ok. De toute façon, on va y venir puisqu'on va détailler un petit peu ce que tu fais. Donc, on va parler aussi des matières que tu utilises et donc la soie. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur un article que tu as écrit et qui est intitulé « Si tu veux faire des études, ma fille, je te soutiendrai quitte à en vendre mes bras ». C'est une phrase ultra puissante de ta maman, ça. Certes, en Europe, ça sonne très puissant, mais en tout cas, dans d'autres pays, c'est beaucoup de sacrifices, en fait, de beaucoup de personnes que d'arriver là où je suis arrivée aujourd'hui. Donc, bien évidemment, ma mère était promise à 18 ans, donc elle s'est mariée, comme tout le monde, et puis elle a rencontré mon papa, donc le jour de son mariage. Donc, c'était une découverte pour elle aussi. Et puis, elle avait des rêves de pouvoir faire les études de la médecine, apprendre le français. Et puis tout ça, je pense qu'elle m'a transmis, en fait, tous ces rêves qu'elle n'a pas pu réaliser. Et puis moi, en fait, elle m'a poussée justement à faire des études parce que, étant d'une fille de pêcheur et d'une couturière simple du village, donc vous voyez bien qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et puis à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à coudre, à broder le logo de Baor aujourd'hui. Donc c'était mon gagne-pain. Je troquais avec cette broderie que je faisais avec toute simple machine zigzag. Et puis, je gagnais ma vie pour m'acheter mes fournitures scolaires. Donc, le reste, c'était vraiment la débrouille tout le temps. Ouais. Le jour où j'avais des crayons de couleur, j'étais la plus heureuse du monde. Je me sentais riche, avoir un cahier propre et des crayons de couleur. Et puis, petit à petit, je commençais à gagner des olympiades, des concours, etc. Donc, ma mère, elle commençait à me faire confiance. Et puis, elle voyait déjà que je pouvais aller loin. Mais je ne pouvais pas aller loin parce qu'on a aussi un strict problème financier. Du coup, dans ce cas-là, quand je suis allée à l'Université des langues du monde de Tashkent, donc elle m'a prononcé cette phrase genre, si tu veux faire tes études, moi je te soutiens.
quitte à vendre mes bras, en fait. Elle était prête à tout pour que je puisse avoir une éducation supérieure et surtout devenir quelqu'un. Ouais, c'est fantastique. Enfin, c'est très féministe en plus comme approche, quoi. Voilà, de soutenir sa fille, de lui dire qu'elle peut y arriver, qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, qu'elle peut faire des études. C'est très, c'est très je fort. n'avais pas le droit d'avoir sa vie, en fait, de vivre sa vie. Je n'avais pas le droit parce que c'est, comme je te disais, en fait, c'est dans la tradition, la femme battue ne pouvait pas revenir chez elle. Donc, c'est entre guillemets, elle était dans la rue ou ailleurs. Donc, elle n'avait nulle part à y aller. Elle n'avait aussi personne à soutenir. Du coup, moi, je n'avais pas le droit de vivre cette vie. Donc, elle s'est réalisée, je pense, qu'à travers moi. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Et puis, on va détailler ton parcours, mais tu as travaillé aussi dans des usines textiles et des maisons de couture en Asie centrale. Est-ce que tu peux nous parler de ces expériences, nous les raconter un petit peu, nous partager avec nous les souvenirs que tu en gardes? Oui, quand je suis arrivée en 2000 dans la capitale, pour moi, c'était très grande, venant d'un village où, une fois, on allait au marché de parents, donc c'était grand voyage pour moi, mais j'étais complètement perdue. Bien sûr, perdue humainement, mais aussi financièrement. Du coup, j'ai dû tripler les travaux pour pouvoir subvenir à mes besoins financiers, payer les études. Ma maman, elle soutenait aussi, mais ça ne suffisait pas. Donc, je faisais de la couture sur mesure parfois pour les gens, mais aussi j'ai dû trouver le travail de 3-8 en fait dans des usines, l'usine industrielle en fait. Donc on faisait des t-shirts comme tu disais tout à l'heure, donc on en faisait 10 000 par 24 heures par jour. Donc on était 300 filles. Donc là j'ai goûté vraiment ce que c'était travail à la chaîne, travail de l'usine. Le traitement de l'humain c'est inhumain tout simplement. Donc parce que je faisais moi-même les crises de migraine à l'époque, donc on me faisait la piqûre pour arrêter la douleur. 5 minutes, même pas 5 minutes de repos. Donc on m'envoyait encore sur mon poste de contrôleur qualité. Donc je faisais contrôle qualité des produits finis. Donc du coup, tout était vraiment minuté. Et puis, je parle même pas d'aller manger à la cantine. Donc c'est comme tu faisais la queue dans des prisons. Donc c'était quelque chose, c'était une expérience pour moi. Et puis à la fin, donc... dans ces pays-là, en fait, en tout cas dans les usines à la chaîne, donc on sait bien qu'en fait, ils sont pas payés juste à la valeur du travail. Les gens, les salaires pouvaient retarder 3, 4, 5 mois. Donc la preuve, moi, j'ai laissé 4 mois de salaire dans cette entreprise parce que ils ne payent tout simplement pas les gens. Ouais. Tu te souviens des marques pour lesquelles tu travaillais à l'époque, non? Non, absolument pas, non. Vous n'aviez pas forcément connaissance d'ailleurs des marques? Non, en fait, déjà, j'étais très dans mon monde de la survie. En plus de ça, en fait, je ne savais pas ce qui se passait en fait dans le monde dans les années 2003, 2004, 2005. Donc, Internet n'était pas très développé chez moi aussi. Donc, je venais à peine découvrir, en fait, avoir une adresse mail, tout simplement. Donc, je n'étais pas au courant. Je ne sais pas. Ouais. Donc, ça fait plus de 15 ans. Est-ce que, d'après toi, la situation de l'industrie textile en Ouzbékistan a évolué dans les usines? Je parle, les usines de confection, parce qu'on parle souvent des conditions au Bangladesh, en Inde, en Chine, mais on parle peu, finalement, des autres pays. Est-ce qu'en Ouzbékistan, c'est des situations comparables où les droits sont encore assez bafoués, où les gens sont mal payés, pas payés, ou font des heures supplémentaires, travaillent à la chaîne? Tu sais où ça en est aujourd'hui ou... Aujourd'hui, d'après mon collègue en fait avec qui je travaille, donc il y a des entreprises, mais pour la plupart ce sont des gens corrects parce que l'Ouzbékistan de plus en plus s'ouvre au monde, donc beaucoup d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de TPE PME qui se font gérer. Du coup, en fait, c'est pas le même politique que des grandes entreprises à 10 000 personnes. Donc 10 000 personnes, honnêtement, aujourd'hui, je n'en connais pas, mais j'ai été en 2020 décembre en Ouzbékistan, donc les salariés m'avaient l'air d'être heureux dans ma région où j'ai visité en fait une entreprise où il y a 1200 salariés, mais en tout, donc il y avait filature, la teinture, l'impression et les coutures. Donc les salariés, ils avaient l'air d'être satisfaits. Ok, tant mieux. Ça veut dire qu'aussi ça a évolué et qu'on est allé dans le bon sens, quoi, pour payer correctement les gens et qu'ils aient des conditions de travail décentes, quoi. J'espère en tout cas ça va être encore de mieux en mieux parce que l'Ouzbékistan aujourd'hui a toutes les matières premières s'il veut vraiment aller sur le marché international soi-même. J'espère en tout cas encore ça sera mieux. Ouais. Donc après tout ça, après toutes ces expériences, tu pars pour la France. Tu décides de venir en France. Comment ça s'est passé
Quand est-ce que tu es arrivée? Dans quel contexte? Est-ce que tu te souviens un petit peu de ton état d'esprit à ce moment-là? Donc, en 2005, j'ai fini mes études supérieures en Ouzbékistan. Donc, j'avais mon diplôme dans la poche. Donc, j'ai été professeure de français. Donc, j'avais mon bac plus 4 de français et l'allemand. Et puis, pendant 2 ans, j'ai enseigné le français et j'ai été un peu interprète à l'ONU pour les ressortissants d'Asie centrale. Mais je trouvais bien que j'étais pas à ma place, en fait. Mais comme ma maman, elle m'a toujours poussée, tu vas devenir quelqu'un, tu dois devenir quelqu'un. Et puis, pour trouver un job, donc, il fallait avoir des connaissances, tout simplement. Moi, j'en avais pas. Donc, je ne connaissais personne du milieu. Et puis, je ne connaissais même pas la politique. Donc, je me suis dit, donc, puisque ça sera un peu corrompu comme ça, donc, je vais tenter ma chance en France. Donc, avec les dernières sous de mes parents, donc j'ai pu payer mon billet d'avion jusqu'à Charles de Gaulle. J'ai été fille au pair à Saint-Didier-au-Mont-d'Or à Lyon. Donc, imagine-toi, en fait, tu viens du désert et tu arrives dans un milieu extrêmement riche. Donc, c'était un choc culturel. Mon état d'esprit, c'était complètement perdu. Donc. Mais je me doute, ça a dû être... Puis même financièrement, donc t'es arrivé, t'as utilisé ton dernier argent pour payer ton billet, donc après t'es arrivé sur place, t'avais plus rien, ou pratiquement plus rien. Ça doit être sacrément... J'avais juste un logement, donc ouais. J'avais mon contrat, donc j'étais nourrie et logée. Du coup, c'était ça. Et puis, je gagnais... ce qu'elle gagnait en fait aujourd'hui, fille au pair, donc je gagne pas grand chose, donc j'étais complètement perdue, donc désespérée, comment je vais faire, je comprends plus rien, je parle la langue mais ça ne m'a pas suffi en fait pour comprendre la société. Et là j'ai emprunté en fait à l'école où j'étais obligée de suivre 10 heures de cours de français, donc j'ai emprunté l'argent à ma copine polonaise et puis j'ai acheté ma première machine à coudre et j'ai commencé à coudre retoucher, mais tout ce qui m'arrivait en fait comme commande. Donc c'était des ourlets, changement des fermetures, faire des rideaux et faire des robes de baptême des petites filles et faire des costumes. Mais en fait, j'ai tout fait. Ouais, et c'est tout ça, c'est dans un sous-sol, dans ma chambre de fille au père en fait, dans une villa, mais c'était un sous-sol. Ah oui. Et tu as réalisé à l'époque qu'il fallait être sacrément courageuse pour faire ce que tu as fait ou t'en avais pas du tout conscience? Non, j'avais pas confiance parce que quand on est vraiment dans le problème ou dans des soucis ou dans une galère interminable, en fait, on s'en rend pas compte. Donc, on a l'impression qu'on s'enfonce, mais on sait pas où on va, mais on y va. Ouais. Et avec le recul, tu réalises que c'était quand même courageux ce que tu as fait? Oui. Ouais. Je sais pas aujourd'hui si j'aurais le courage de le refaire. Ouais. C'est dingue. Et donc, tu as fini par créer ta marque de vêtements, Baor. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est née cette envie, comment ça s'est passé, voilà, nous raconter un petit peu toute la genèse de ce projet, quoi, de cette marque-là. Donc, quand je suis arrivée en France, que j'ai acheté cette première machine, j'ai su que le métier de la couture, c'était le métier à moi. Donc, je devenais quelqu'un qu'avec la couture. Du coup, j'ai décidé de créer cette marque en 2010. Donc, entre-temps, j'ai rencontré mon mari au Parc de la Tête à Lyon. Donc, on s'est mariés. Et enfin, j'ai pu montrer mon auto-entreprise. Donc là, j'ai commencé à poser des étiquettes Baor sur des vêtements que je confectionnais moi-même. Et puis, je pensais, ça y est, c'est fait. Donc, la marque, ça y est. Donc, ça va, je vais devenir riche, je vais devenir connue comme Chanel, comme Dior. Et sans m'en rendre compte, en fait, les difficultés de créer une marque, en fait. Je n'en étais pas consciente. Donc, entre-temps, mes enfants sont arrivés l'un après l'autre. Donc, ça a été un long congé parental et on a déménagé à Lyon. En fait, on a aménagé dans un quartier populaire où je voyais la division des populations. J'étais encore plus paumée par rapport à Saint-Didier-au-Mont-d'Or que je vivais. Du coup, j'ai mis de côté la marque Baor et j'ai commencé à m'engager pour le vivre ensemble dans les quartiers populaires. Je me suis dit, mais c'est pas possible parce que d'un côté, il y a que des Français, l'autre côté, il y a que des étrangers et les étrangers sont divisés et puis, ça parle pas français, c'est pas normal. Et j'ai commencé à apprendre le français dans des associations. J'étais bénévole et ensuite, nous avons été agressés en 2016 avec mon mari, en fait, à injure raciale par un monsieur. Et puis, suite à ça, on nous a incité de déménager, de quitter ces quartiers populaires. Et au départ, bien sûr que nous avons eu peur parce qu'il y avait cette menace de mort, mais on a cru. Mais en fait, et après, avec mon mari, on a réfléchi. Non, en fait, c'est pas à nous de partir, c'est à lui plutôt. Donc, on va se battre dans ce cadre-là. Donc,
je faisais toujours petite couture entre-temps, mais j'étais en congé parental, donc j'avais pas une pression financière. Et j'ai frappé à 250 portes des femmes comme moi, parfois en fait les femmes monoparentales, les femmes en famille, qui sont un peu dans l'incompréhension comme moi, qui ont besoin de se valoriser, de donner en fait la chance de pouvoir travailler, etc. Et puis s'intégrer tout simplement. Et puis des femmes précaires aussi, parce qu'au sein de la famille, elles étaient dévalorisées, elles n'arrivent plus à gérer l'administration parce qu'elles ne parlent pas français. Et puis, entre-temps, je me disais, mais je dois faire quelque chose en lien avec la couture parce que ces femmes-là ne parlent pas français, mais elles peuvent travailler de leurs mains, ça c'est possible. Surtout comme moi, d'une culture orientale où on apprend le métier de la couture, en fait, bas âge pour pouvoir bricoler ses affaires. Et la jeunesse commençait petit à petit avec ça. Et puis, j'ai parlé à mon mari. Et puis, comme j'étais engagée dans les quartiers, donc j'avais un peu des partenaires sociaux qui me soutenaient. J'ai dit, écoute, j'ai une idée. Est-ce que tu peux me soutenir ? Ils m'ont dit, oui, mais par contre, il y a besoin encore de travailler ton projet. Et puis, j'ai frappé des dizaines de portes. J'ai frappé. J'ai atterri au final à une formation entrepreneuriale à Lyon, en fait, école de commerce. En arrivant, donc pendant 6 mois, j'ai été confrontée à des professeurs, en fait, renommés. Et puis, c'est sorti que la marque Bauer va s'engager justement dans le social et environnemental et que l'association Éco-Couture est née ici, en fait. Je me suis dit, je vais réunir toutes ces femmes-là, je vais les apprendre le français. En contrepartie, elles vont m'aider à développer la marque Bauer. Et puis, ça va créer des emplois, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que je me suis penchée sur les questions de pollution de textiles. Donc, c'était en 2017. Et dans un bassin, en fait, le bassin lyonnais, c'est quand même en fait aussi réputé pour le textile. Donc, il y a toute l'innovation, il y a la soie, beaucoup de soie. Et puis, il est sorti qu'il y avait quand même pas mal de déchets textiles dans les entreprises non vendus, stock dormant, des défauts de fabrication ou peut-être le refus de clients, il ne veut pas telle couleur, etc., etc. Je me suis dit, je vais récupérer tous ces déchets et je vais en faire des collections capsules. Comme ça, on ne s'ennuiera pas, en fait, nous produire des produits tout le temps la même chose. Donc, on va changer tout le temps. Et ensuite, c'est aussi des matières nobles qu'on travaille la soie. Donc, on va rester dans l'intemporel. Donc, c'est ainsi que la marque Bauer s'est engagée dans le social, en fait, dans les soucis sociaux et aussi environnementaux. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, la marque Bauer naît et ensuite tu crées, donc c'était en 2018, cette association Éco-Couture, où en contrepartie d'intégrer ces femmes dans les quartiers, de leur donner des cours de français, elle crée avec toi ces vêtements. Oui. Et il y a combien de femmes qui travaillent avec toi aujourd'hui, à qui tu donnes des cours de français, qui travaillent pour la marque Bauer? Combien Donc l'association a été créée en 2018. Donc depuis, j'ai créé en fait 3 postes d'emploi fixes. Et en revanche, donc toutes ces femmes avec qui je travaille, elles sont devenues à elles-mêmes, elles se sont mises à leur compte de devenir en fait auto-entrepreneuses parce qu'elles travaillent à temps qui leur convient. Donc, au départ, c'était peut-être mal vu, mais aujourd'hui, c'est aussi tendance. En fait, je me dis, en fait, je peux pas les brusquer, ces femmes-là qui ont jamais travaillé, qui ne connaissent pas encore, en fait, les codes en France, en fait, les codes culturels, la langue, etc. Du coup, je vais aller vraiment à leur rythme, donner du travail à elles. Donc, j'en ai 3 entrepreneuses actuellement avec qui, en fait, je partage toutes les tâches, en fait, tous les travaux qui arrivent dans la structure. Et aussi, j'ai des stagiaires qui arrivent des écoles de mode. Parce que, en fait, le fait de les rencontrer avec ces femmes-là, ça crée des liens. Et aussi, ça fait challenger la femme à être un peu, de se tenir au courant un peu des tendances actuelles, mais aussi calmer la stagiaire qui sort des écoles un peu foufou avec des idées Donc, ça leur met vraiment dans la réalité. Bien sûr. Donc en fait, il y a une vraie collaboration entre les générations aussi de femmes, des jeunes femmes, des femmes un peu plus âgées, une collaboration entre des milieux différents, des femmes de quartiers populaires, des jeunes d'écoles de commerce. C'est assez fantastique cette mixité-là que tu as réussi à créer. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, dans ce milieu de la mode, je parle toujours en fait de la innovation, de la création, etc. Je pense que tout est fait. On a fait le tour du monde de ça. Et ce qui me resterait vraiment, c'était vraiment à explorer, ça serait vraiment des valeurs humaines, le lien social, en fait, environnemental. Du coup, en fait, effectivement, j'essaye de mélanger toutes les cultures, toutes les générations, toutes les ethnies des quartiers populaires. Donc, on en a à peu près 44 origines différentes, dans mon quartier en tout cas.
Et aussi, en fait, d'aller vraiment à zéro déchet possible dans notre production, qui est aussi récupérée, mais de produire, en fait, de manière très responsable et durable. Donc, nous faisons aussi zéro déchet en récupérant même notre propre chute, en faisant des pochons, en revalorisant tout ce qui est faisable, en fait, des cravates, des foulards, cravates, etc. Donc, les tout petits morceaux de tissu aussi donc, sont transformés chez nous. Du coup, oui, c'est un cercle vertueux. Et c'est vrai que tu fais de l'upcycling en réutilisant ces fins de rouleau. Il y a la soie aussi qui est un petit peu le pont entre la France et tes racines en Ouzbékistan. Peut-être que tu peux nous parler de cette soie, de pourquoi c'est une matière qui te parle particulièrement. Nous raconter un petit peu toute cette histoire-là. Ma maman adorait en fait de faire l'élevage de vers à soie, donc j'ai grandi dedans et je suis née même en fait pendant qu'elle était en train de donner à manger au vers à soie, donc en 1983, le 15 mai. Donc on est en pleine période actuellement en fait l'élevage de vers à soie en Ouzbékistan. Et puis j'ai toujours trouvé que c'était une matière délicate et tout le monde ne pouvait pas le toucher. C'est à la fois délicate mais aussi cher parce qu'il y a un travail acharné derrière qui exige que ça soit cher, ça soit noble, du coup la soie. Et puis historiquement, l'Ouzbékistan fait partie de la route de la soie, donc on est en plein carrefour de la route de la soie. Et puis qu'on a toujours en fait cette culture de l'élevage de vers à soie, la production, le travail de la soie, la teinture, et velours de soie, donc tout se fait en Ouzbékistan aussi aujourd'hui. Et puis, quand j'étais arrivée à Lyon, je ne savais pas qu'il y avait la soie. C'est ce que j'avais dit, Lyon, c'est aussi le bassin textile français de la soie. Mais quand tu vois, en fait, j'étais pas assez cultivée pour le connaître, mais petit à petit, j'ai découvert, en fait, l'ennoblissement, en fait, de ce tissu. Donc, ça m'a émerveillée tout le temps, en fait. C'était encore plus délicat ce que j'avais vu en Ouzbékistan. C'était encore plus joli. Ça avait encore plus d'histoire derrière à travailler, à écouter l'histoire des entreprises aujourd'hui qui tisse la soie, donc c'est vraiment passionnant pour moi. Et puis pour travailler, pour pouvoir toucher toutes ces soies-là, il faut être délicat, il faut être posé, il faut être calme, on doit avoir moins de soucis dans la tête. Et d'où d'ailleurs en fait toutes ces femmes-là que j'essaie d'apporter de mon aide possible pour qu'elles soient bien en fait pour pouvoir travailler à côté de moi cette matière. Non, c'est génial et j'en profite aussi pour te poser la question maintenant, mais donc Baor, c'est le prénom que j'ai utilisé en introduction puisque c'est ton prénom raccourci en fait, mais ça a aussi une signification, le mot Baor, donc qui est le nom de ta marque. Donc à la base, l'origine, je suis Nav Bahor, ça veut dire c'est nouveau printemps en perse, donc Bahor c'est le printemps et Renaissance, du coup oui, c'est Baor, c'est mon surnom, on peut dire ça. Donc, on m'appelle depuis 2000, en fait, l'année 2000 de Baor. Du coup, oui, c'est printemps, renaissance. Donc. Mais c'est joli, en plus, pour le nom de ta marque, parce que c'est un peu ça, quoi. C'est un peu cette renaissance aussi pour les femmes que tu accompagnes. Enfin, il y a toute cette signification-là derrière. Oui, je ne savais pas avant, mais oui, en fait, au final, ça a pris son sens. Ouais. Et comment est né, donc tu parlais, tu disais en 2017, j'ai pris conscience des dérives un petit peu environnementales de l'industrie textile. Est-ce que tu peux nous raconter ce passage-là? Comment tu as vraiment pris conscience que l'industrie textile était une industrie polluante, que donc à ton échelle, toi, tu as voulu avoir cette démarche responsable d'upcycling, de réutiliser tous tes déchets, enfin d'avoir cet engagement écologique. Comment tu as pris conscience de tout ça? J'ai pris conscience, c'était de voir en fait autant de vêtements dans les magasins et puis de vouloir acheter non-stop. Ça n'a pas de sens pour moi. Non-stop parce que on doit voir l'histoire avec chaque matière. Je pense qu'aujourd'hui, on fait beaucoup attention à ce qu'on mange, que ça soit local, bio, etc. Mais ça devrait un peu l'être aussi avec des vêtements qu'on porte aujourd'hui, ce qui nous représente, je crois, en fait. Ça n'a pas de sens d'acheter pour acheter. Pour moi, c'est qu'on perdrait en fait le charme. En fait, ça fait perdre aussi des valeurs en fait. Ça nous fait perdre nous-mêmes, je crois. Donc c'est pour ça aussi, je me suis pensée de ce côté. Et puis en voyant dans la recherche 800 000 tonnes de vêtements jetés par an en fait, dont les 12% n'étaient pas mis. Donc c'est pas normal. Et après ça m'a tiqueté. Donc j'ai travaillé dans les usines. En fait, c'était pour ça. J'étais maltraitée pour ça en fait. Oui, c'est ça, pour que finalement ces vêtements-là finissent à la poubelle, pas portés. Oui, c'est vrai que ça doit faire un sacré choc de se dire ça.
En fait, j'ai pas comparé de suite, mais avec le temps, je me suis dit, mais oui, aujourd'hui, moi, je me plaigne de moi, mais il y a des milliers de personnes, que ce soit en Inde, Bangladesh ou en Chine, peu importe. Aujourd'hui, en fait, on maltraite, en fait, pour nous faire moins cher possible et pour nous faire consommer davantage. Mais j'aurais dit aujourd'hui, non, il faut créer le lien, en fait, l'histoire avec tous ces vêtements qu'on a, en fait, aujourd'hui. Oui, remettre de l'attachement, de l'amour pour le vêtement, Oui. Ce lien émotionnel, quoi, qu'on a perdu. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, dans le bassin lyonnais, quand il y a autant de déchets, donc je ne sais pas ce qu'il est devenir, peut-être ils vont brûler, détruire, etc. Et mon challenge, c'était vraiment embarquer les femmes des quartiers dans ces déchets-là pour créer des emplois, donc créer des histoires, créer de la valeur, en fait, créer la qualité aussi de notre travail, de produits pour que ça soit durable et ça soit vraiment local. Ouais. Et tu me disais aussi au téléphone que c'était important pour toi que cette prise de conscience écologique, elle soit au cœur même de Baor et que les femmes avec lesquelles tu travailles prennent conscience aussi de cet engagement écologique. Comment ça se passe les discussions avec elles, voilà, pour leur transmettre tout ça, tout ce qui est important pour toi, tout cet engagement. Bon, alors le social évidemment, et je pense que c'est peut-être plus simple à comprendre pour elles, mais en même temps l'écologie, tu me disais, c'est pas évident et j'ai envie de leur transmettre ces valeurs-là. Donc aujourd'hui, quand on a un certain niveau de vie, on peut prendre vite conscience en fait de devenir entre guillemets écolo. Mais pour ces femmes-là, moi je suis une de ces femmes-là. Du coup, je n'ai pas pris conscience de suite, malgré que je vienne du côté de la mer d'Aral. Donc imagine maintenant d'autres femmes qui arrivent et qui n'a pas eu une sensibilisation dès l'enfance ou quand elle était dans son pays. En fait, l'écologie, c'est quelque chose qui doit tenir à cœur de tout le monde aujourd'hui, en tout cas. Et surtout, on arrive dans un pays où il y a tous les prix à 2 euros, 3 euros, donc on a tendance à encore consommer. Peut-être que ces personnes-là qui ont faible revenu en consomment plus que certaines qui ont conscience, en fait. Du coup, c'est longue discussion, c'est parfois des débats à amener avec ces femmes-là, de les sensibiliser. Écoute, aujourd'hui, donc, si tu fais ça, demain, ton enfant va rester dans ce monde. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Du coup, c'est vraiment une éducation, en fait, sensibilisation à l'écologie qu'on mène, en fait, en faisant, en reproduisant, en transformant des choses, en fait, en revalorisant. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Tu parlais de la question du prix. C'est vrai que c'est un vrai sujet parce que quand on est une femme, une mère, par exemple, seule, qui doit élever ses enfants, qui doit leur acheter à manger, des vêtements, forcément, il y a peut-être moins. Enfin, on n'a pas le temps d'avoir cette charge environnementale en plus. Donc, on va aller dans la fast fashion parce que c'est moins cher, parce que c'est plus pratique. Et c'est normal, ça se comprend. Donc, quand tu discutes de ça avec elles, qu'est-ce qu'elles te répondent à ces arguments-là? Dans un premier temps, rien. Et petit à petit, en fait, donc, elle commencera à acheter des vêtements de seconde main et puis faire soi-même. Donc, ça, c'est quelque chose de faisable aujourd'hui. Parce que nous avons des formations en fait accélérées pour transformer des vêtements, donc c'est faisable. Mais petit à petit, en fait, elles prennent conscience. Mais c'est long, c'est une pas conversion, mais quelque chose, c'est long en fait. Et puis pour tout le monde, c'est long, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. On change pas nos façons de consommer du jour au lendemain, donc ça prend du temps pour tout le monde. Et avec ton projet, tu bénéficies du soutien de la région. Tu as des soutiens qui soient financiers ou parce que c'est un projet assez global quand même qui s'inscrit dans ta région, dans du local, dans ton quartier. Tu t'es soutenu un peu? En fait, depuis que en fait le projet Éco-Couture a été pris coup de cœur au niveau national au Talent des Cités, et ensuite on a eu prix quartier en fait. Et puis aujourd'hui, on a des vrais partenaires. On peut dire que les pouvoirs publics nous soutiennent énormément. Ils sont là à apporter, en fait, rajouter leur pierre à l'édifice. Parce que les valeurs ou les problématiques qu'on porte, ce n'est pas un problème personnel. Donc, c'est à tout le monde. Bien sûr. Tout le monde doit se soucier. Complètement. Je partage complètement cet avis-là. Et c'est vrai qu'on a tendance c'est important, je trouve, que les pouvoirs publics, que nos politiques, nos gouvernements s'impliquent davantage dans la transformation de l'industrie textile, dans des projets qui font sens, qui ont à la fois cet aspect social, à la fois cet aspect environnemental. Donc c'est assez encourageant de voir en tout cas qu'au niveau local, il y a du soutien politique, quoi. Oui, en effet. Donc ils nous soutiennent énormément.
Et puis, surtout, en fait, cette écologie, ce problème écologique est en train de devenir, pour nous, en tout cas, un outil pour travailler, un outil d'économie aussi, pour justement augmenter les pouvoirs d'achat, etc. Donc, je trouve ça génial. Ouais, c'est un cercle complètement vertueux qui se crée, donc c'est génial. Et quels sont tes projets avec Éco-Couture, avec Baor? Est-ce que tu arrives à avoir, enfin voilà, quelles sont tes ambitions, un petit peu ta ligne directrice, où est-ce que tu as envie d'aller avec tout ça? Éco-Couture, en fait, devrait être un projet complet pour appliquer dans tel ou tel quartier de France ou dans tel ou tel pays en voie de développement. Donc, en fait, c'est vraiment, on devrait appliquer ça au niveau local un peu partout dans le monde. Donc, puisque je suis ouzbek, donc j'ai à cœur, en fait, j'ai le projet aussi d'exporter ce projet en Ouzbékistan pour justement soutenir les femmes. Et c'est pas parce que telle ou telle femme n'a pas de diplôme, ne peut pas réussir. En fait, nous sommes capables de faire de la qualité, parfois ayant une bonne foi, une bonne motivation, en fait. Ouais, non, mais c'est bien. Du coup, et puis, comment dire, engager de plus en plus des jeunes, mais aussi de moins jeunes pour que ça soit pas que mon projet, donc ça soit le projet de tout le monde. Donc. Ok, donc si jamais on veut créer une association Éco-Couture, je sais pas, par exemple à Marseille, on peut te contacter et envisager avec toi de recréer la même chose à Marseille, par exemple? Pourquoi pas, oui. Ouais, ok. Bon, bah voilà, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient prendre contact avec toi pour voir comment il est possible de recréer ça un peu partout en France, à l'étranger aussi. C'est une question que j'aime bien poser à certaines de mes invitées. Si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi? Normal, c'est normal. Alors ça l'est peut-être pour toi, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas aussi engagé que tu peux l'être. Donc, je sais pas si tu en as conscience d'ailleurs de ton engagement. Pas vraiment, ouais. Peut-être pas. Je mesure pas de ce côté-là. Pour moi, c'est... Je sais pas, en tout cas, c'est normal et tout le monde peut s'engager à leur niveau. Ça, c'est sûr. Bah, t'en es là, c'est la preuve vivante, je trouve. Tu vois, tu viens d'Ouzbékistan, tu t'es battue pour arriver là où tu en es aujourd'hui. En tant que femme, en plus, on sait très bien que c'est encore plus difficile. Donc, c'est la preuve que tu as réussi à la fois à t'intégrer et à la fois à créer un projet engagé, quoi. Donc, c'est assez inspirant quand même comme parcours. Oui. Peut-être, en fait, oui. Et puis, si on n'y réfléchit pas, peut-être que la génération future, en fait, va subir encore plus que nous subissons aujourd'hui. Je crois, en tout cas. Il y a des chances. Ouais, je pense aussi. Ouais, et comment tu parles de tout ça, d'ailleurs, avec tes enfants, de tes engagements sociaux, environnementaux? Tu en parles avec eux? Oui, d'ailleurs, c'est quand même des petits bonhommes qui donnent... en fait, des leçons, mais sans rendre compte. Donc, parfois, maman, tu n'es pas écologiste, ils me disent, parce que la poubelle, il est là, je le prends pas. Et puis... Donc, ils sont encore plus engagés que toi sur les questions d'écologie. Oui. Ce qui est plutôt rassurant. Et puis, oui, parfois, ils me disent, maman, pourquoi on peut pas héberger les personnes qui dorment dans la rue? Parce qu'ils sont pas assez gentils pour dormir avec nous. Donc, oui, tu vois, c'est des notions, c'est des choses, en fait, qui me fait réfléchir après. Ah bah oui, je me doute, ouais. Et toi, personnellement, ta conscience écologique, hormis ton projet Éco-Couture ou Baor, mais dans ta vie quotidienne, tu penses que tu en es où? Je pense que j'ai toujours été écologiste, sans m'en rendre compte. Déjà, en Ouzbékistan, je ne portais des vêtements que, en fait, jusqu'à user. Donc, j'achetais un vêtement, je portais pendant des années, y compris les chaussures. Donc, je n'ai jamais eu un placard plein, jusqu'à il n'y a pas longtemps, des vêtements. Et puis, il m'est arrivé une étape quand je suis arrivée en France, hyper consommatrice, bien évidemment, parce que il y avait histoire de carte bleue que je connaissais pas avant. T'as pas l'impression de donner l'argent quand tu mets juste ta carte, donc tu vois pas l'argent. Du coup, je suis passée en fait une phase très consommatrice et puis je suis redescendue après une fois les enfants arrivés. Mais jusqu'à là, je pense être tout le temps écologiste parce que j'ai jamais goûté en Ouzbékistan en fait les repas de fast-food, donc je le faisais moi-même et puis avec les moyens que j'avais bien sûr. Et puis pas beaucoup de viande aussi, donc c'est parce que j'avais pas les moyens d'acheter. Donc c'est toujours plutôt raisonné quoi. Ouais.
Ok. Et c'est une question, tu vois, que j'avais pas prévue, mais qui est peut-être un peu personnelle. Tu vas me dire si tu as envie d'y répondre. Mais ta maman, je sais pas si elle est toujours vivante ou pas. Non, elle est décédée. Et je sais pas combien de temps ça fait, mais quel regard elle portait sur ton parcours. Elle a dû être hyper fière de toi, de voir que tu as réussi. Parce qu'elle a eu envie que tu réussisses et tu as réussi, donc elle a dû être fière. Je pense que quand j'étais à l'université à Tashkent, elle était déjà fière de moi. Et puis elle m'en parlait. Tu vas aller loin, je m'inquiète pas pour toi. Tu vas aller loin. C'est encourageant. Écoute, on arrive à la dernière question, un rituel du podcast que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Plusieurs modèles, oui. J'ai des modèles. Et puis, je suis en constance, tout le temps en observation, justement, pour changer tel ou tel côté des choses ou de moi-même. Et je suis tout le temps ouverte aussi aux critiques. Donc, c'est quelque chose. Et du coup, oui, j'ai plusieurs modèles. Tu as des exemples de modèles ou c'est un peu... tu vas piocher un petit peu partout, finalement, des inspirations? Je pioche un peu partout, oui. Ouais, très bien. Et bien évidemment, il y a ma maman, en fait, qui a quelques expressions que je vis au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place ici? Donc, elle n'a jamais fait, mais c'est juste, en fait, c'est sa façon de penser des choses. Donc, ça m'accompagne beaucoup. Ouais, ton moteur, quoi. Mon moteur, ouais. Écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à Baor d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.